Hello tout le monde. Voilà un petit format différent parce que j'avais envie de tester quelque chose. Hem, le but, c'est de répondre aux questions de quelqu'un qui me suit, qui m'a posé 5 questions, qui sont des questions vraiment intéressantes. Mais si je devais, écrire un texte pour répondre à chacune des questions, enfin, chaque question, c'est une question qui est immense et ça prendrait vraiment beaucoup de temps pour pouvoir répondre. Et donc je me suis dit que j'allais, essayer ce format de vidéo, répondre aux 5 questions en vidéo. Ce qui permet de répondre quand même plus vite, même si c'est peut-être moins argumenté que dans un texte écrit. Et puis voilà, et puis ça permet de partager à tout le monde parce que je pense que ce sont des questions, que beaucoup de gens se posent et qui me sont souvent posées, et donc je vais essayer d'y répondre, ou en tout cas de lancer quelques pistes de réflexion par rapport à ces 5 questions-là. Donc voilà, ce sont 5 questions de Daniele Fronte, et je le remercie pour ces questions, et voici donc les réponses. Alors la première question, c'est, est-ce qu'on peut nourrir 8 milliards de populations, donc 8 milliards de personnes quoi, avec de la bonne nourriture locale, bio, paléo, et cetera? Ça, c'est une question effectivement qui se pose très souvent et qui est une question tout à fait légitime. Hem, mais avant d'y répondre, j'ai envie de raconter une petite blague. C'est une blague juive que j'adore vraiment, que j'ai dans ce bouquin qui s'appelle la Bible de l'humour juif, qui est un bouquin que j'ai depuis des années, qui est fascinant, que j'aime vraiment beaucoup. Et donc, cette blague, enfin, c'est pas une blague, c'est une espèce d'histoire qui se raconte comme ça. Hem, c'est à propos des tailleurs à Paris. Et cette blague, cette histoire qui est racontée, c'est qu'il y avait une concurrence très, très, très forte à l'époque. Et donc, il y a un premier tailleur qui, pour faire face à cette concurrence, écrit sur sa devanture, «Noé, meilleur tailleur de Paris». Bon, alors il y a ses voisins, ses concurrents dans la rue qui disent: «Ouais, lui, ouais, meilleur tailleur de Paris, ben, écoute, moi je vais écrire, meilleur tailleur de France». Bon, puis il y a un autre tailleur dans la rue qui se dit: «Ouais, meilleur tailleur de France, écoute, moi je vais écrire, meilleur tailleur francophone». Puis il y en a un autre dans la rue qui crie: «Ah, c'est comme ça. Moi je vais écrire que je suis le meilleur tailleur d'Europe». Bon, puis il y en a un peu plus loin dans la rue, un autre tailleur qui dit: «Ah, OK. Moi je vais écrire sur ma devanture, meilleur tailleur d'Occident». Et puis il y en a un au bout de la rue qui lui dit: «Ah, comme ça, OK. Moi je vais écrire meilleur tailleur du monde». Et puis il y a un nouveau tailleur qui arrive dans la rue, qui s'appelle Shmuel. Et Shmuel, il se dit: Qu'est-ce que je vais faire là avec tous ces meilleurs tailleurs, d'Europe, d'Occident, du monde, et cetera?» Et puis il trouve la solution et il écrit sur sa devanture: «Shmuel, meilleur tailleur de la rue». OK? Bon, moi ça me fait beaucoup rire cette blague, je trouve ça très, très bien vu. Et pourquoi je raconte cette blague? Parce que pour moi, hem, quand on parle d'alimentation et qu'on doit tout de suite réfléchir à, comment nourrir 8 milliards de personnes, c'est exactement comme vouloir être directement le meilleur tailleur du monde avant d'être simplement le meilleur tailleur de la rue. OK? Dès qu'on parle d'alimentation, on est amené à devoir répondre à: «Ah, mais avec cette alimentation-là, est-ce que tu peux nourrir 8 milliards de personnes?» Mais en fait, personne n'a à nourrir 8 milliards de personnes. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de pas prendre la question de manière globale comme ça, mais de partir de quelque chose de plus local et de se dire: «Bon, est-ce que d'abord je suis capable de me nourrir moi-même?» D'accord? Ou me nourrir moi et ma famille? Oui, non. Qu'est-ce que je dois faire pour être capable de me nourrir moi-même et ma famille, quoi? Si mon voisin, bah, la famille voisine et la famille d'en face et la famille, pardon, un peu plus loin dans la rue font la même chose, on est déjà des familles qui sont capables de se nourrir, quoi. Hem, est-ce qu'on est capable de se nourrir à l'échelle du village? Est-ce qu'on est capable de se nourrir à l'échelle de la ville? Est-ce qu'on est capable de se nourrir à l'échelle de la je sais pas, de la région, de la province, quoi? Hem, il vaut mieux, à mon avis, partir sur des questions comme ça, du bas vers le haut, plutôt que tout de suite vouloir réfléchir à quel système global on peut créer pour arriver à nourrir 8 milliards de personnes, quoi. Et c'est pas du tout d'un point de vue égoïste en disant: «OK, si j'arrive à me nourrir moi, alors après je m'en fous d'aller plus loin dans la question». C'est pas ça du tout. C'est juste de où on démarre dans le raisonnement, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement le même raisonnement qu'a eu, Aristote quand il a commencé à réfléchir à la politique et aux démocraties, enfin à la politique en général, quoi. Il démarre de l'individu, puis des familles, puis après, les familles ensemble, ça fait des villages ensemble, ça fait une cité. Et le cheminement est là. Aristote n'a pas réfléchi à comment gérer une cité dès le début comme ça, il a réfléchi à comment gérer une famille et puis des villages et puis et cetera. Hem, donc c'est vraiment
d'un point de vue localiste et multiscale, on dirait en anglais. Donc, si à une échelle, on arrive à faire quelque chose, on passe à l'autre échelle et ainsi de suite. Jusqu'à se trouver, en fait, finalement, le bon équilibre entre l'autarcie et ce qui serait, disons, l'unicité. C'est-à-dire qu'en fait, soyons très simple, si je produis tout moi-même, il y a des choses que je vais arriver à produire et des choses que je ne vais pas arriver à produire. Bon. Euh, Mon voisin peut-être va arriver à produire des choses différentes de moi. Donc, c'est deux choses différentes. Si on se met ensemble, ça devient plus intéressant parce que du coup, il peut y avoir un échange. Donc, moi, je produis au niveau de l'alimentation, hein, imaginons plutôt des carottes, mais les tomates, ça ne marche pas bien. Lui, les tomates, ça marche bien, mais pas les carottes. Eh ben, du coup, on peut échanger. Bon. Et puis, on monte comme ça, OK, en essayant du coup de profiter toujours de ces échanges, mais sans tomber dans le système actuel finalement, où il y a juste une petite minorité qui produit l'alimentation pour la terre entière et tout le reste de la population qui ne produit plus rien et qui est juste nourrie. D'accord. Donc tout le truc, c'est vraiment de trouver ça et de ne pas réfléchir directement à être le meilleur tailleur du monde. Il vaut mieux d'abord réfléchir à être le meilleur tailleur de la rue, juste comment être capable de se nourrir soi-même, de se nourrir à l'échelle locale. Bon. D'autant plus que le système actuel, qui est un système global et globalisant de l'alimentation mondiale, fonctionne de toute façon, lui, pas très très bien, parce que finalement, le système actuel n'arrive pas à nourrir 8 milliards de personnes. Euh, on surproduit, hein, des études montrent qu'on produit trop d'alimentation tous les jours, et avec ça, qu'est-ce qu'on a? On a quasi 1 milliard de personnes qui sont en malnutrition, mais donc qui n'ont pas assez d'apport alimentaire sur leur journée, pas assez enfin, qui sont dans la famine, quoi, ou dans des phases pré-famine. 1 milliard, je crois que c'est 800 millions, 805 millions, quelque chose comme ça. On a 2 milliards de personnes qui n'ont pas les micronutriments dont ils ont besoin. Ils ont assez de calories sur leur journée, mais par contre, ils ont tout un ensemble de déficiences en certaines vitamines, certains minéraux, etc. On a par ailleurs aussi 2 milliards de personnes qui consomment trop et qui du coup développent des problèmes liés à une surconsommation alimentaire, obésité, surpoids et les maladies chroniques, Alzheimer, pas Alzheimer, mais diabète, euh, hypertension, etc. Bon. Donc, on a un système qui, malgré tout, ne fonctionne pas vraiment bien à l'heure actuelle, qui surproduit, et les gens sont quand même mal nourris. Puisque si on additionne les 2 milliards qui mangent trop, les 2 milliards qui ont des déficiences et le quasi-milliard qui n'a pas du tout assez à manger, bah, ça fait quand même 5 milliards sur 8 milliards qui n'est pas nourri tout à fait comme il faut. Donc, le système, pour moi, actuel ne fonctionne pas et donc il faut repartir d'une échelle locale et monter progressivement comme ça, en redonnant du pouvoir à l'ensemble des territoires pour être capable de produire leur alimentation. Un territoire euh, par exemple, qui ne pourrait pas survivre enfin, qui entièrement dépendrait des autres territoires pour son alimentation, je pense que c'est un vrai problème. Pour quelque chose d'aussi basique que de se nourrir, être entièrement dépendant d'autres territoires, c'est un vrai problème quand même. Donc du coup, je pense que c'est comme ça qu'il faut démarrer, du bas et remonter plus haut, et en ayant cette vision, disons, une vision globale, pas sur l'organisation alimentaire, mais une vision globale sur le fait qu'on ne veut pas qu'il y ait des gens qui meurent de faim à l'autre bout du monde. Et donc redonner du pouvoir à ces territoires-là. Et ça implique évidemment tout un ensemble de changements de société, mais ça, j'expliquerai après dans une autre réponse. Donc, Danielé, pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut nourrir 8 milliards de populations avec de la bonne nourriture? À l'heure actuelle, je ne pense pas. Et je pense qu'il faut une réflexion sur notre système alimentaire qui partirait du bas vers le haut pour essayer d'y arriver. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que dire du coup, puisqu'on n'y arrive pas à l'heure actuelle, n'essayons même pas, c'est certainement pas une bonne solution. Okay, donc, je pense qu'à partir du moment où chacun essaie de réfléchir à son niveau, est-ce que je peux être
plus ou moins autonome, le plus autonome possible au niveau alimentaire? Est-ce que je suis capable quand même de plus ou moins me nourrir et ma famille? Est-ce que je peux être le meilleur tailleur de la rue, quoi? Je pense que c'est une première étape, une première question à se poser et il faut que tous les territoires dans le monde se posent cette question-là avant de vouloir, créer un système, avoir l'idée d'un système qui nourrirait l'ensemble de la planète. C'était la première question. Deuxième, si on mange tous de la nourriture locale, est-ce que tu ne crois pas que dans certains pays comme le Canada, les gens mangeraient des pommes de terre pendant 6 mois par an? Alors, ça rejoint effectivement ce que je disais avant, hein, c'est ce lien entre l'autarcie d'un territoire et son unicité. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend un territoire et que sur ce territoire-là, on ne sait produire qu'une seule chose, par exemple, imaginons juste des pommes de terre, c'est un territoire qui n'est pas, autarcique et qui donc doit s'allier à d'autres territoires pour arriver à survivre, OK? Jusqu'à ce qu'on risque de monter trop loin et qu'on recrée un système qui n'aurait aucun sens, où ce serait une petite minorité qui produirait de l'alimentation pour l'ensemble du monde, quoi. Donc c'est toujours un question de juste milieu, d'équilibre et ça peut paraître un peu bateau de dire ça, ouais, c'est une question d'équilibre, OK, juste milieu, blablabla, on a compris. Mais c'est vraiment ça. En fait, on est dans un système extrême où une petite minorité, par exemple les fruits et légumes, sont produits vraiment à quelques endroits dans le monde et ça part partout ailleurs, quoi. La grosse majorité de la grande distribution, c'est ça. On a énormément de fruits et légumes qui viennent d'Espagne et puis qui sont dispatchés partout en Europe. Hem, Tordre le bâton entièrement dans l'autre sens, ce serait le Canada qui ne mange que des pommes de terre 6 mois par an. C'est ni l'un ni l'autre qu'on veut évidemment, c'est un juste milieu entre les 2 où on réfléchit à la bonne échelle pour arriver à avoir le plus d'autarcie possible, si on veut, sans être dans des troubles alimentaires où on mangerait tout le temps la même chose, qui serait un équivalent de l'unicité, dont parlait, Aristote, quoi. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est un juste milieu qu'on veut. Deuxième chose, il faut, pour répondre à ta question aussi, intégrer, en fait, évidemment, tout ce qui est conserve et transformation, et cetera et je pense qu'il y a vraiment, quelque chose d'immense à mettre en place, au niveau local. C'est de la transformation et de la conservation des aliments locaux. Quelque chose d'ailleurs que les gens faisaient naturellement, de nouveau, enfin naturellement, culturellement, par eux-mêmes avant, mais on peut mutualiser un peu ça. Moi, ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Je pense qu'il y a des business qui vont se créer, qui seraient des espèces de cuisine collective, où les gens simplement pourraient aller amener leurs produits, cultivés au niveau local et ils seraient transformés, c'est-à-dire, lavés, coupés et puis mis en conserve ou mis en sachet, congélation et cetera. Et on peut les récupérer après et on les stocke chez soi. Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des potagers, qui s'en rendent compte. À certains moments de l'année, on a tout qui est produit en même temps et finalement, autant jardiner, c'est chouette, c'est sympa, c'est une chouette activité, autant passer, sa journée à laver et découper, couper des aliments et puis après les blanchir et puis les mettre dans des petits sacs et cetera. Ça, c'est pas nécessairement le plus amusant et je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui seraient d'accord, enfin qui seraient partants pour aller déposer leurs légumes, qu'ils soient transformés, puis venir les chercher. Comme on fait déjà un peu avec les pommes d'ailleurs, hop, on va apporter nos pommes et puis on repart avec du cidre, enfin ou du jus de pomme plutôt. Hem, je pense que c'est quelque chose, qu'il y a moyen de faire. Il faut vraiment intégrer aussi ça, manger local, ça veut pas juste dire manger local et de saison, ça veut pas juste dire manger cru et manger directement. OK, on peut très bien, conserver, cuire, blanchir, sécher pour pouvoir manger toute l'année. Donc ça, c'est la deuxième chose et la troisième chose, c'est que moi, je crois quand même aussi, quand même, à des technologies qui pourraient améliorer la production alimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, manger le plus naturellement possible, ça ne veut pas dire refuser toute technologie. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui relèvent de la permaculture, qui sont des choses qui mélange des techniques ancestrales avec des données scientifiques, des expérimentations très modernes sur la meilleure manière de produire avec le moins possible d'intrants, chimiques ou autres, quoi et du coup, là, il y a un lien à faire entre des techniques ancestrales et des technologies modernes ou la science et cetera, pour arriver à produire de manière la plus efficace possible et donc pour moi, on pourrait tout à fait manger sainement, manger des produits, naturels, hein, qui n'ont pas été transformés et cetera, mais en intégrant des technologies modernes. Bon,
Je pense que ça se fait pas mal, dans des fermes un peu qu'on appelle holistiques comme ça aux États-Unis ou de l'agriculture régénérative où à la fois finalement ils intègrent des choses qui se faisaient avant, mais avec des données scientifiques très précises sur la manière de faire cohabiter les différents, heu, la faune et la flore finalement, les différentes espèces animales et végétales, pour que toutes puissent, travailler ensemble à quelque chose de le plus intéressant possible et qui ça permette réellement de produire de l'alimentation. Je vous renverrai vers la ferme de Joël Salatin. Hem, Son nom sur les réseaux sociaux, c'est aussi parfois de Lunatic Farmer. Je pense que ça, c'est le nom de son blog et sa ferme s'appelle Polyfarm aux États-Unis. Et vous verrez que c'est à la fois des choses ancestrales et des choses, tout à fait modernes dans la gestion de son agriculture quoi, de sa ferme et il produit vraiment bien, quoi. Donc ça, c'est voilà, c'est un truc auquel je crois. Donc, hem, est-ce que le Canada mangerait, des patates 6 mois par an? Non, je pense qu'il y a moyen de faire autrement en intégrant tout ça, quoi. Alors, troisième question. Que penses-tu d'un potager que l'on doit arroser à l'eau de ville? C'est de la très bonne nourriture, mais hélas, ça coûte très cher et je me demande si c'est écolo. Ben, non, évidemment, si on doit arroser à l'eau de ville, c'est pas vraiment intéressant. Il y a 2 choses qu'on peut faire pour éviter ça. D'abord, c'est la récupération de l'eau de pluie. Là, je pense qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui font ça, même pour les plantes et tout, hein, c'est mieux. Après, il y a aussi tout ce qui est, toutes les techniques de permaculture servent à avoir moins à arroser. Parce que bon, évidemment, les plantes, quand elles poussent naturellement, elles ne sont pas arrosées. Elles sont arrosées par la pluie qui est là, naturellement. Mais il n'y a pas quelqu'un qui vient dans les forêts et dans les endroits sauvages arroser, et pourtant ça pousse quand même. Donc en utilisant, enfin en plantant les bonnes espèces et en utilisant des techniques de permaculture, dont le paillage, par exemple, qui permet de garder de l'humidité au niveau du sol, pour pas que la terre soit à nu et sèche vraiment, il y a moyen de assez peu arroser. Voilà. Donc, voilà. Dans mon potager, à part vraiment quand il fait très, très chaud, on a eu 2 phases de canicule où là, du coup, parfois, j'arrosais un peu, mais pas tous les jours parce que justement, j'avais ce paillage. Sinon, en temps normal en Belgique, j'arrose vraiment quasi pas, quoi. Donc voilà, ça c'est j'espère que ça répond à ta question. Évidemment, si tu dois arroser tous les jours à l'eau de ville, c'est pas intéressant. Après, enfin oui, même dans les fermes finalement, si de nouveau je te renverrai vers Polyfarm, je pense pas qu'ils arrosent vraiment beaucoup à l'eau de ville. Ils ont aussi des techniques comme ça, justement quand c'est bien pensé, il y a pas trop besoin d'arroser, quoi. Alors, quatrième question, hem je suis convaincu des bienfaits d'une nutrition paléo, mais je ne connais pas vraiment ce type de nutrition. Est-ce que l'utilisation de farine intégrale de blé dur ancien avec éventuellement du levain naturel sort du cadre et surtout des bienfaits de la nutrition paléo? Donc, en en 2 mots, l'alimentation paléo, c'est essayer de manger comme on a mangé durant des millions d'années. Pourquoi? Parce que du coup, ça permet en fait de se nourrir d'aliments pour lesquels notre corps est conçu. OK? Notre corps a évolué durant des millions d'années en mangeant certaines choses. Ces choses-là, il les assimile vraiment bien parce que l'évolution s'est faite par rapport à ça. On s'est adapté à cette alimentation-là, génération après génération. Hem, du coup, on c'est assez bien adapté. Quand on mange des choses qui ne sont pas adaptées à notre corps, bah, ça pourrait ne pas être grave ou parfois ça l'est et il y a pas mal d'études qui montrent qu'il y a des choses qui sont quand même problématiques, entre autres, le fait de manger trop de sucre. Ça, c'est pas bon pour notre corps, on n'a pas été habitué à ça et ensuite, il y a des aliments qui sont inflammatoires pour notre corps, qui créent des inflammations chroniques au niveau intestinal et cetera. Bon, comme tu parles du blé, bah, c'est un des problèmes avec le blé, c'est qu'effectivement les produits dérivés du blé, tout ce qui est, produit à base de farine et donc le pain et cetera, c'est généralement chargé en sucre et chargé en gluten et en autres micronutriments qui, peuvent être inflammatoires. Bon, hem, du coup, effectivement, il y a des aliments qui sont un peu moins problématiques. Alors, pour moi, la question vraiment, est-ce que c'est paléo ou pas? Ça a pas vraiment beaucoup de sens finalement, hein. L'important, c'est est-ce que c'est quelque chose qu'on assimile bien ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour notre corps ou pas? On remarque effectivement que le blé ancien,
formes les plus sauvages de blé sont mieux assimilées par le corps, entre autres parce qu'il y a beaucoup moins de gluten dedans. L'industrie a sélectionné des, des variétés de blé qui sont plus intéressantes pour l'agriculture, mais qui sont moins intéressantes pour notre corps, entre autres parce qu'il y a plus de gluten dedans. Plus de gluten ou alors plus d'autres nutriments qui sont généralement associés au gluten. Euh, et donc, en fait, c'est des études très très simples en fait, hein, qui montrent que indépendamment de la tolérance ou de l'intolérance au gluten, les gens réagissent mieux à certaines formes de blé qu'à certaines autres formes de blé. Les blés les plus anciens, on y réagit mieux. Bon. Donc ça, c'est effectivement, ça peut aller. De toute manière, le truc, c'est toujours de tester soi-même. Ça, c'est quelque chose qu'on préconise toujours, en fait, même dans les études, parce que comme tous les gens qui réagissent mal à des produits avec du gluten n'ont pas les marqueurs de l'intolérance au gluten, la seule manière de savoir, c'est de retirer le gluten de son alimentation et puis de réintégrer et de voir si on a des réactions. Et si on a des réactions, c'est probablement que c'est pas top. Si quand vous mangez un aliment, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, si à chaque fois que vous mangez cet aliment-là, vous avez après des problèmes intestinaux, vous avez des diarrhées, des ballonnements, etc. Quand le corps réagit pas bien, ou des plaques sur le nez, enfin sur le visage, ou le nez qui coule ou quoi, c'est probablement que c'est pas bon pour vous et que ce serait bien d'aller voir un médecin et de faire quelques tests. Il faut pas se forcer à manger quelque chose parce que la société dit que c'est bien de manger ça, alors que vous vous rendez bien compte que votre corps ne réagit pas du tout bien à ça. Et donc voilà, il vaut mieux tester par soi-même. Si vous pouvez manger des produits céréaliers et que vous n'avez pas de problème de poids, vous n'avez aucune réaction négative, etc., pourquoi pas continuer à en manger. Même chose avec des produits laitiers, même chose avec des légumineuses. Par contre, si quand vous en mangez, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment des problèmes, alors il vaut mieux retirer ça, quoi. Donc il n'y a pas de réponse générale pour tout le monde. C'est toujours un peu au cas par cas. Il faut voir par soi-même. Allez voir aussi un médecin, faites une petite prise de sang ou quoi. Voyez un peu à quoi vous réagissez bien et à quoi vous réagissez mal. Est-ce que ça permet de supporter vos efforts aussi? Parce que bon, si vous retirez quelque chose de votre alimentation et puis qu'après vous avez vraiment du mal à faire ce que vous avez à faire dans votre journée, il y a probablement quelque chose qui ne va pas non plus. Donc voilà, à vous de tester tout ça. Et cinquième question, est-ce que j'ai des livres à conseiller sur la nutrition paléo? J'en ai plusieurs, ouais. Je mettrai les liens en dessous, ce sera plus facile aussi, mais il y en a un premier qui est, Practical Paléo. C'est généralement celui-là que je conseille à tout le monde. Hem, il est assez complet. Il y a des belles planches dedans explicatives au niveau des réactions inflammatoires, et cetera. Puis il y a des recettes et tout. Et c'est d'une femme qui s'appelle Diane Sanfilippo. Elle a un blog aussi. Je ne sais plus le nom du blog. Mais bon, si vous cherchez Diane Sanfilippo, je mettrai le lien en dessous aussi. Une référence aussi, c'est Rob Wolf, évidemment, aussi aux États-Unis, et Marc Sisson. Euh, Rob Wolf, le titre du livre s'appelle The Paleo Solution. Marc Sisson, je ne sais plus, mais il a un blog qui s'appelle Mark's Daily Apple. Et voilà, c'est des sources d'informations qui sont vraiment intéressantes. Si vous cherchez quelque chose en français, il y a aussi pas mal de ressources. Je réorienterai peut-être vers le site superset.fr que je connais bien et où il y a pas mal de recettes aussi très pratiques à ce niveau-là. Voilà, j'espère que ça répond un peu aux questions. Je vais peut-être juste rajouter une chose, parce que j'avais pris quelques notes ici par rapport à l'idée de ces 8 milliards de personnes à nourrir. On m'a réorienté, c'est Damien, je pense, il n'y a pas tellement longtemps, vers un article de la revue The Lancet, qui est en fait le fruit d'une recherche avec 37 scientifiques, je crois, et c'est mandaté par les Nations Unies sur l'alimentation, enfin un plan alimentaire qui serait durable et intéressant pour nourrir 10 milliards de personnes, puisqu'on imagine qu'en 2050, on sera 10 milliards. Euh, donc, j'ai checké un peu. En soi, ce type d'alimentation-là est plutôt intéressant. À mon sens, il y a encore beaucoup de place, même si c'est diminué, quand même encore beaucoup de place aux céréales et aux légumineuses. Bon, par contre, il y a une grosse réduction du sucre. Ça, ils préconisent ça. Ça, c'est vraiment très, très bien. Le problème de leur alimentation, et ils le disent elles-mêmes, c'est qu'elle n'est pas enfin, tout le monde ne pourra pas se permettre de payer cette alimentation-là. Il y a,
de mémoire, je crois 1,8 milliard de personnes qui ne seront pas capables de se permettre cette alimentation-là parce qu'elle coûtera trop cher. Donc voilà, du coup, ça semble être pas encore tout à fait la solution et de nouveau, il faut un changement de société plus large, en fait, pour arriver à une alimentation comme ça. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas changer l'alimentation sans changer tout le reste. À partir du moment où il reste des inégalités, forcément, il va continuer à y avoir des problèmes alimentaires où certains auront beaucoup enfin, pourront se nourrir vraiment très, très bien et d'autres n'arriveront pas à se nourrir tant qu'il continue à y avoir des guerres et des gens qui sont déportés. Ouais, tout ça, c'est intégré aussi là-dedans. Et donc, je veux dire, la lutte pour une alimentation plus saine au niveau mondial doit aussi passer par une lutte contre la pauvreté et tout un ensemble de choses comme ça. J'ai eu l'occasion d'interviewer d'ailleurs Olivier de Scuter, qui est rapporteur aux Nations Unies sur ces questions-là. Donc, il était d'abord rapporteur, d'ailleurs il y a quelques années, sur le droit à l'alimentation et actuellement il est plutôt, rapporteur par rapport à la lutte contre la pauvreté au niveau mondial, donc c'est intéressant qu'il puisse faire le lien entre les 2. Hem, donc voilà, mais de nouveau, réfléchir à l'alimentation d'un point de vue global et commencer comme ça, comme porte d'entrée, c'est quelque chose qui, à mon sens, ne convient pas. Il faut commencer, par en bas, du côté c'est une approche, bottom up. Est-ce qu'on est capable chacun de se nourrir soi-même? Est-ce que les familles sont capables de se nourrir? Est-ce qu'à l'échelle du village, on est capable de se nourrir? À quel point est-ce qu'on dépend des autres villages? Est-ce que les villages ensemble, donc dans la ville, les quartiers ensemble, est-ce qu'on est capable de se nourrir? À quel point on est dépendant des autres villes? Est-ce qu'à l'échelle de la province ou du département en France ou de la région, on est capable de se nourrir? Oui, non? À quel point on est dépendant des autres régions et il faut trouver à un moment le bon niveau où on arrive à être, le moins dépendant possible des autres, sans avoir à manger uniquement des patates comme, Daniele, tu le disais pour le Canada, quoi. C'est vraiment ce bon niveau à trouver. Toute la transition pour tout, mais en particulier au niveau alimentaire, est une question d'échelle, de trouver la bonne échelle. Voilà, entre 2 extrêmes, l'échelle où je produis tout, tout seul moi-même, alors du coup, effectivement, je ne me nourris que de ce que je produis et je risque de manger des patates pendant 6 mois de l'année, ou l'échelle inverse, où c'est une petite minorité qui produit pour la terre entière et on a tous les problèmes qu'on connaît à l'heure actuelle, quoi. Donc voilà, question d'échelle, on part du bas et on monte comme ça, petit à petit. Daniele, j'espère que ça répond à tes questions. Merci pour ces questions. Si c'est un format qui plaît, je ferai peut-être plus souvent des vidéos comme ça où je prendrai un paquet de questions et j'essaierai d'y répondre. Voilà, merci à tous pour votre attention et à bientôt.